Bonjour, nous sommes à Genève en Suisse, devant le siège des Nations Unies, où nous sommes venus participer à une journée sur le Congo. Alors, cette journée a été organisée par le Fribourg Peace Forum, qu'on appelle fpforum.org, ainsi que l'UPF. L'UPF, c'est l'Organisation universelle pour la paix, l'organisation qui attribue le prix d'ambassadeur universel pour la paix, ainsi que l'Organisation mondiale des femmes pour la paix. Alors, cette journée sur le Congo s'était intitulée « Vers une paix durable et la réconciliation en République démocratique du Congo, le rôle de la religion, des femmes et de la société civile ». Une journée qui a connu plusieurs participants. Au cours de cette émission, vous allez voir les différentes interventions et les micro-baladeurs que nous avons fait à la fin. Une journée très instructive pour la cause de la République démocratique du Congo. Alors d'emblée, un constat, certaines personnalités occidentales ont réellement pris conscience de ce qui se passe au Congo et les langues commencent à se délier. Suivez cet élément. Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs, chers amis. Genève est une ville internationale, comme vous le savez, où sont installés divers organismes internationaux. Aussi une ville d'espoir pour la diaspora congolaise. La Suisse a un savoir-faire dans la prévention des conflits parce qu'elle était marquée elle-même par des conflits politiques et religieux durant les siècles. Mais elle a aussi montré ses capacités d'offrir un espace de discussion pour les parties en conflit. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui avec nos partenaires de la diaspora congolaise de Suisse, avec l'Universal Peace Federation et avec Women's Federation for World Peace International, est complexe. Mais c'est notre espoir que la République démocratique du Congo et toute la région des Grands Lacs puissent parler d'une même voix en vue d'une paix stable et en vue des sociétés justes. Donc il s'agit de réfléchir sur la paix, la justice et la réconciliation de cette région. Certains d'entre vous sont au courant de la situation de guerre et d'instabilité qui prévaut depuis 18 ans dans ces grands pays d'Afrique centrale. Pour d'autres, les 4 sessions à l'ordre du jour ont été choisies avec soin et après de longues discussions par notre équipe de coordination et d'organisation. Nous l'avons fait avec bonne foi et surtout guidés par un esprit constructif. Lors de ces 4 sessions, nous allons explorer les avis de divers experts internationaux sur les effets de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Dans la seconde session, nous donnerons la parole aux Congolais, notamment à des Congolaises de la diaspora en Suisse. La troisième session traitera de la géopolitique. Nous aurons des avis venant des différents horizons, notamment ceux d'experts congolais de la France, de la Suisse alémanique, de la Suisse romande. Et finalement, nous clôturerons cette journée avec des réflexions des théologiens et des représentants de la société civile. Je vous remercie d'avance pour votre attention et pour les différents échanges durant cette journée. Je tiens aussi à remercier vivement tous les intervenants pour leur contribution et leurs efforts. Merci. Thank you very much. 70% de la population sont en dessous de 25, la moitié de la population est en dessous de 15 ans. On avait parmi les jeunes filles 45% des naissances précoces. C'est très important que les femmes aussi participent aux élections, qu'ils entrent dans des domaines des hommes, qu'ils entrent au Parlement, par exemple dans les commissions de défense, parce que ce sont leurs fils et leurs maris qui sont morts dans le champ de bataille. On avait 250 femmes qui ont été violées en 2012
par les FARDC. On a seulement 2 soldats qui ont été condamnés dans le cas de Minova. Il faut combattre l'impunité ici. Les violences sexuelles, c'est pour nous, dans la MONUSCO, pour moi personnellement, un sujet de zéro tolérance. Ça ne marche pas. Et je vous souhaite à Genève, alors que vous discutez ce problème, et aussi que vous visitez la RDC, visitez la République démocratique du Congo, parce que je crois que c'est très important de ne pas seulement organiser les conférences au dehors du Congo et parler sur le Congo de Genève, Bujumbura et d'autres endroits. Il faut venir dans le pays. Ça encourage la société civile. C'est l'encouragement pour les femmes ici en RDC. Je vous souhaite une bonne chance pour l'organisation, pour les jours qui suivent. Merci. Ont été organisés des forats qui ont abouti à des prises de décision, des engagements. On a fait des déclarations, il y a eu des cessez-le-feu, des arrêts d'hostilité, mais hélas, le problème perdure. Les conséquences de ces guerres à répétition nous imposées sont connues. Des pertes de vies humaines, des pertes de biens, l'insécurité, des centaines de déplacés, que nous appelons des déplacés de guerre, des familles séparées, et j'en passe. Des efforts de réconciliation du côté des Congolais, actuellement, suivent 2 pistes. Les recommandations, la mise en application des recommandations de concertation nationale et l'accord d'Addis Abeba. S'agissant des recommandations issues des consultations nationales qui se sont tenues du 7 septembre au 5 octobre 2013, concertations qui ont connu plus de 800 personnes venues de toutes les couches sociopolitiques du pays, y compris de la diaspora. Parmi ces recommandations, on peut citer le recensement et l'identification des citoyens avant les prochaines élections, le respect strict de la Constitution, l'affectation des militaires hors de leur province d'origine, la lutte contre l'enrichissement illicite des membres du gouvernement, l'éradication des groupes armés nationaux comme étrangers, la promotion de la culture de la paix et de la bonne gouvernance, la libération des prisonniers politiques, le suivi du dossier du sénateur et ancien vice-président Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale et la réouverture des médias fermés. Voici, il y a eu une bonne centaine de recommandations, mais en voici les 9 que j'ai épinglées dans le cadre de la présente journée. Ces concertations nationales avaient pour but de créer la cohésion nationale et de trouver les moyens de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays en y rétablissant la paix, notamment à l'Est, et en impulsant son développement. À ce jour, dans la mise en application de ces recommandations, nous attendons la mise en place d'un nouveau gouvernement d'union nationale qui devra comprendre en son sein les hommes politiques, les représentants de la société civile, les universitaires, donc des technocrates et d'autres couches de la société congolaise avec une bonne représentation des Congolaises. S'agissant de l'accord d'Addis Abeba, la RDC a mis en place le comité de suivi de cet accord pour la paix, la sécurité et la coopération qui s'est tenu, donc signé le 24 février 2013. Accord qui a mis fin à la mutinerie des M23 soutenue par les pays voisins.
et la réconciliation en République démocratique du Congo ne dépendent pas uniquement de la République démocratique du Congo seule, et encore moins de la pression qui est faite sur elle seulement, mais surtout de la politique régionale dans les pays de la région des Grands Lacs, de la mise en application des accords contenus dans le pacte de la région de cette partie de l'Afrique, qui prévoit notamment l'arrêt des pillages des minéraux et le trafic illicite des espèces rares. Sur le plan international, devraient cesser les interventions négatives de l'extérieur qui profitent aux pays voisins au détriment de la République démocratique du Congo. Monsieur le modérateur, pour terminer, je formule le vœu qu'à l'issue de notre journée soient formulées des recommandations concrètes, opérationnelles et à même de contribuer à ramener la paix en République démocratique du Congo, à contribuer à la réconciliation des filles et des fils du pays pour leur bien-être dans tous les secteurs de la vie nationale et à la révolution de la modernité prônée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, nous avons respectivement M. Heiner Hanshin, président de UPF Suisse, M. Adrian Heidegger, président de Fribourg, Fribourg Peace Forum. Nous avons la modératrice Mme Chantal Chatela-Komagata et Mme Caroline Anderstein, présidente WFWP Europe. Alors, je vais leur poser des questions globalement. Vous avez organisé un forum pour le Congo, un pays en guerre, un des plus grands pays africains. Qu'est-ce qui a présidé à l'idée d'organiser ce forum? Peut-être que je peux parler dans le sens que on a beaucoup d'amis qui viennent du Congo. Et en fait, la motivation vient d'eux. La motivation vient d'eux, puis nous, on a l'avantage d'être une ONG qui est, disons, qui est accréditée ici et qui peut organiser ce genre de conférences. Et du moment qu'on ressent vraiment la douleur de cette diaspora congolaise, notre détermination, c'était de faire cette conférence et d'offrir le soutien qu'on peut offrir par les différentes organisations et par toutes ces personnes qui sont venues aujourd'hui. Donc le but, c'est de terminer cette conférence avec des recommandations qui puissent être offertes au pays et donc au gouvernement congolais et aux Nations Unies. Est-il facile de travailler avec un pays déjà en guerre? Et certains des intervenants ont soulevé le fait qu'au Congo, il n'y avait pas d'État. Vous allez faire des recommandations que vous donnerez à un gouvernement qui est très faible. Alors, pensez-vous que ça sera facile de mettre en œuvre ces recommandations dans un tel environnement? Alors, peut-être je peux répondre. Évidemment, la plateforme qu'on a créée ici, pour justement, avec le sujet donc stabilisation de la situation, paix, réconciliation en RDC, cette plateforme a le but non seulement d'envoyer des recommandations au gouvernement congolais, mais d'envoyer des recommandations. C'est une plateforme qui a un impact au niveau mondial. Donc, évidemment, nous envoyons ces recommandations aux Nations Unies. Donc, au niveau mondial, il y a ça. Nous envoyons des recommandations dans le cadre des ONG, de la communauté de la société civile. Donc, c'est à différents niveaux que, en fait, ces recommandations vont être envoyées. Évidemment, c'est attirer l'attention à la situation en RDC. C'est notre motivation et notre but. Évidemment, nous avons été soutenus par, comme tu as dit, nous avons été, enfin, la motivation venait de beaucoup de membres de la diaspora ici, mais je pense simplement nous essayons de quand même de donner un forum qui est constructif, qui attire l'attention sur les problèmes. Et puis, je pense, avec ça, on a vu des interventions. Je pense qu'on est en train de réussir. Les gens s'expriment, mais toutes les parties doivent être considérées. Alors, est-il facile de travailler avec la communauté congolaise, une communauté éminemment frustrée?
on a vu par exemple dans leur façon de réagir, dans leurs propos, qu'il y a certaines personnes qui expriment une certaine frustration. Pour vous qui vivez à l'extérieur, comprenez-vous cette frustration? Et est-il facile de travailler avec des personnes aussi blessées, aussi frustrées, qui réagissent des fois de façon émotionnelle? If I may speak in English, I think we are all frustrated at times, and we can relate to that frustration, and it's necessary that those things are being, that there is a place where they can be expressed, and that we can listen, and that we can listen to each other. And that in itself, I think, is an important role that we as NGOs with consultative relations at the UN here, we can bring people together, and we can bring experts in, and we can bring experts not necessarily from the DRC, but who have other kind of interest or expertise that maybe could be used in that situation. I myself do not feel at all frustrated by that. I just came from a conference with the women from Palestine and Israel, and it was the same thing. And we find especially with women, which is my area, we find when we bring women together and we can remind each other that we're doing this for the future, for our children, for the future of all of our children, we can find a place where we can meet and we can really talk peace in a constructive way. So. Je constate. Peut-être encore un autre aspect, pourquoi on peut se poser la question pourquoi le Fribourg Peace Forum il s'implique là-dedans et pourquoi il s'engage. Parce que Fribourg, c'est une ville universitaire qui connaît une communauté, une diaspora très grande des Africains. On a une longue tradition des étudiants qui ont passé par Fribourg, qui ont fait leurs études à Fribourg. Et pour ça, on a aussi une certaine expérience. Pourquoi et comment on peut discuter avec vous, les amis de l'Afrique, surtout aussi du Congo. Il y a cette expertise, si vous voulez, de longue date et après on veut mettre ça en disposition aussi. On veut collaborer avec nos amis du Congo, voir comment on peut établir une situation plus juste, une situation qui est juste pour tout le monde dans cette situation-là. Ça, c'est notre intérêt. Voilà, alors s'il y a un message que vous pourriez lancer à la diaspora congolaise du monde, parce qu'ils seront nombreux à nous regarder, que leur diriez-vous? Moi je dirais, si je veux conclure un petit peu cette matinée, tirer des conséquences de cette matinée, je pense qu'il y a un point qui est convergent. Ça veut dire qu'il faut établir un État. Et je pense que ça c'est à nous, aux organisations mondiales, internationales, d'aider à construire cet État, un organisme juridique qui peut aider à la société civile. Et ça, je pense que ça, c'est un point très important, qu'on peut arriver à établir ça, nous, ensemble. Oui, moi ce que je dirais c'est il y a un potentiel énorme dans les femmes. Elles éduquent les enfants, elles développent leur cœur, leur capacité de gérer tellement de choses en même temps. N'oubliez pas les femmes, impliquez-les dans ce processus. Et puis aussi la jeunesse, parce que comme on devient plus vieux, on se rend compte que ces jeunes parfois se sentent comme séparés, inutiles. Il y a tant de jeunes qui seraient prêts à s'investir bénévolement et on ne leur demande pas. Alors demandez aux jeunes de la diaspora de s'impliquer et de vraiment prendre conscience que un peu de leurs racines sont dans ce pays et qu'ils ont beaucoup de choses à construire, beaucoup plus qu'ici en Suisse. D'accord. I think also, just going back to your original question, why did we make this conference? When we were having our first meetings with some of the diaspora from the DRC, I think that was one of the main motivations for the outcome would be to find a way to go back into the DRC and to work with young people, to really give them hope and to give them the skills and the tools that they need to really want to take on the future. And I think already things, because of some of the presentations that were made, already there are some arrangements and discussions on that point. So we have a lot of hope. Mesdames et messieurs, merci. Merci à vous, Merci à vous. bonne chance. Ici, en fait, c'est les femmes qui dominent ce panel. Et
Et heureusement, nous avons un représentant masculin qui a eu le courage d'être entouré de toutes ces dames. Et il s'agit du professeur Emmanuel Kabengele. Il est professeur à l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Et je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la modératrice. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, chers amis du Congo, c'est un peu avec beaucoup de questionnements que j'ai dû accepter de venir partager quelques moments de réflexion avec vous. Ceux qui sont à Genève savent qu'on me voit très peu. Et très peu savent qu'il y a un Congolais professeur à la faculté de médecine. Je me suis posé la question suivante en voyant le titre de la conférence, mais que diantre, qu'est-ce que je vais aller y faire? Mais comme Congolais et touché à la fois par le drame que vivent à la fois les populations congolaises adultes, mais surtout les enfants, et surtout appelé par une étudiante. C'est mon étudiante qui m'a appelé en me disant « Oui, dans le cours, vous avez dit ça, maintenant c'est une occasion de venir nous parler encore, venez. » Je lui dis merci de m'avoir invité. Alors, quelques mots sur femmes, conflits et paix en République démocratique. Comme la modératrice, je le ferai en 5 petits points. Le premier, c'est pour parler de paix, il faut parler de conflits. Et ce que je constate en regardant ce qui se passe au Congo, c'est un diagnostic partiel et incomplet. Et lorsqu'on pose un mauvais diagnostic d'une situation, il est clair que les solutions qui peuvent être proposées ne répondent pas à la situation de terrain. Le Congo a une histoire, et cette histoire doit être rappelée et connue. Je ne veux pas remonter en Syrie, ni à Kimpavita. Je ne parlerai pas de la reine Wesh. Je voudrais simplement rappeler que les conflits qu'on connaît en République démocratique du Congo ont deux caractéristiques fondamentales, c'est leur permanence et leur continuité. Permanence depuis la création de l'État indépendant du Congo avec les mêmes acteurs. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est le rôle du capital international? Est-ce que c'est l'utilisation et le recours et même le rôle prépondérant des élites, hier élites traditionnelles, aujourd'hui élites modernes à laquelle j'appartiens? Est-ce les violences faites aux femmes et aux enfants? Je rappelle que le débat qu'il y a eu en Belgique pour que le Congo passe de l'État indépendant du Congo à la colonie belge est parti d'un rapport d'un prêtre américain. Et qu'est-ce qu'il montrait? Des mains, des jambes coupées, des sexes d'hommes coupés également, à l'époque. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au Kivu et au Congo? Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre? Madame la Présidente, au sortir, je vais le dire, au sortir de cette conférence, j'ai une autre à 18h. À 18h, je serai au Globe de la Presse, où peut-être certains le savent, mais je vais le dire, je suis sur la shortlist des candidats rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur le droit à la santé. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que la communauté internationale a un grand rôle à jouer. Et lorsqu'on analyse la présence des Congolais, des Africains, dans ces sphères où se prennent les grandes décisions, nous n'y sommes pas. Et nous n'y sommes pas aussi, monsieur le représentant du gouvernement, parce que le gouvernement n'a pas une politique dans ce domaine. Nous pouvons discuter. Je suis prêt à vous rencontrer pour en discuter. Et pour vous dire les choses telles qu'elles sont.
Et est-ce qu'il y a un État en République démocratique du Congo? Ça aussi, c'est une question. Quand on voit ce qui se passe à Brazzaville, je n'invente rien. Quand on voit comment nos compatriotes sont traités en Angola, pourquoi cela? Mais il nous faut la paix. Quel genre de paix? Pour quelle femme? Est-ce que l'absence de guerre signifie la paix? Je ne pense pas. Il n'y aura de paix que lorsqu'il y aura du développement. Il n'y aura de paix pour ces femmes que lorsqu'elles vont s'approprier leur propre éducation, lorsqu'elles sauront lire, lorsqu'elles sauront écrire. Il n'y aura de paix, madame, que lorsque nos femmes, nos mères et nos sœurs ne seront pas embobinées dans une cacophonie spirituelle où on retrouve à la fois des églises du 7e jour qui côtoient ceux du 20e ou du 28e jour. Et tout cela parce que ça arrange ceux qui dirigent le pouvoir. Madame la Présidente, je vais vous rappeler encore des choses. Pour que nos femmes, nos sœurs et nos mères retrouvent leur rôle dans notre société, nous devons leur dire la vérité. Et cette vérité, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est que nous sommes dans un pays qui continue à être maintenant colonisé avec l'aide des capitales de la sous-région comme c'était hier. Je reviens à ce diagnostic pour dire qu'il est important, c'est peut-être par là que je vais terminer, qu'il est important qu'on ait une lecture juste de la mémoire de tout ce qui se passe dans ce pays. Ces femmes et ces filles ont besoin de la restauration de leur mémoire. Sur le plan psychique, c'est important de savoir réellement pourquoi ça. Comment voulez-vous? 20 ans, ça fait combien de générations? Nous avons des populations qui savent que pour vivre, il faut que Médecins sans frontières soient là. Pour vivre, il faut qu'on leur apporte à manger. Quelle est, à mon sens, la question, c'est quel est le message profond de développement qu'on donne à ces populations? Au-delà des affaires de maladie, ce débat sur le système de santé, je peux encore y revenir, mais ce n'est pas le moment. Mais là, cette assistance quotidienne qui s'inscrit dans la durée, comment vous pouvez développer une population avec ça? Comment est-ce qu'on peut développer une population sans identité? Même une identité formelle. Ces personnes qui sont sans papier dans leur propre pays. Mais sur quelle valeur on peut fonder une société? Construire la paix durable, c'est aussi avoir une vision et des valeurs qui soient communes et partagées. Quelles sont ces valeurs? La tricherie? Ou bien la logique de chance et Lokopamba? Chance et Lokopamba, pour ceux qui comprennent le lingala, c'est tout peut arriver pourvu que tu sois à un moment donné à tel endroit. Non, dans ce pays-là, je peux vous dire que chez nous, ce n'était pas n'importe qui devenait chef de l'État. Pour devenir chef de l'État, c'était un long processus de formation. Mais lorsque Chance et Lokopamba s'arrive et qu'on devient chef de l'État, on a des comptes à rendre à qui? À Chance et Lokopamba, effectivement. Mesdames, Messieurs, Madame, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter parce que je songe à mes sœurs, je songe à mes mères, je songe à mes filles, même si les miennes vivent avec moi ici. J'ai dit, dans le cadre de la plateforme qu'on veut mettre sur pied, il y a un grand chantier qui est important, j'en évoquerai 2 ou 3, c'est un chantier de l'histoire, de la vraie histoire. Il faut ouvrir ce chantier et dire aux gens la vérité, la voici. Le deuxième chantier, pour moi, c'est le chantier du développement. Le développement, ça veut dire
quels soins de santé pour quelle femme ou quel soin, en recourant, par exemple, à ce qu'ils savent faire dans leur communauté. Mais troisième chantier, madame, je termine, c'est le chantier de l'environnement au sens large. La guerre a détruit non pas simplement l'environnement physique, mais ces femmes et ces filles vivent dans un environnement pollué au propre comme au figuré. Je m'arrête par là, merci. Merci pour la parole. Excellences, mesdames, messieurs, les ambassadeurs, distingués invités, chers participantes et participants, j'ai l'honneur et le plaisir de prendre la parole devant vous au nom de la Fondation Elonga. C'est quoi la Fondation Elonga? La Fondation Elonga pour le développement et la jeunesse congolaise est une structure née par souci de soulager un temps stopper les souffrances des populations de la République démocratique du Congo. Ces objectifs sont les suivants. Assurer la formation, l'information et l'éducation dans des domaines divers. Fournir une assistance aux personnes vulnérables, particulièrement aux jeunes femmes et aux enfants. Promouvoir l'accès à l'instruction. En effet, la paix, tant souhaitée aujourd'hui par tous ceux qui se soucient de ces pays, ne sera possible et ne pourra se réaliser que si la jeunesse est soignée, choyée et que le développement prenne toute son envergure. Le meilleur investissement, c'est de croire en l'homme. Et pour qu'il y ait un lendemain meilleur, il faut un bon encadrement de la jeunesse. Les jeunes d'aujourd'hui sont les parents de demain. Par là, il faut comprendre que si la jeunesse d'aujourd'hui est mal encadrée, les parents de demain seront incompétents et le Congo restera chaos pour longtemps. Je parle au nom de la Fondation pour la jeunesse et le développement. Ces deux points clés, jeunesse et développement, constituent les deux piliers de notre participation au processus de la reconstruction nationale. Pourquoi la jeunesse? Sur 70 millions de Congolais, 3/4 ont moins de 35 ans et constituent la plus grosse richesse en termes de ressources humaines sur laquelle notre cher et beau pays peut compter pour se relever. Mais n'oublions pas que des années de guerre ont tué, handicapé et traumatisé cette jeunesse. Nous estimons que la meilleure façon de faire le deuil de ceux qui sont morts et de réhabiliter les survivants dans leurs handicaps respectifs et dans leurs traumatismes. Ces handicaps se composent de plusieurs volets. Handicap physique, avec les séquelles de la guerre. Handicap social, qui se traduit par l'état d'orphelin. Handicap intellectuel, qui se traduit par des années de non-scolarisation et de perdition scolaire. Handicap psychologique, qui se traduit par un manque de confiance en soi et la crainte de l'autre. C'est cette crainte de l'autre qui plonge ses racines dans les événements tragiques de viols crapuleux, d'assassinats gratuits, des vols insouciants et des génocides déshumanisés. C'est pourquoi notre action vise à créer une synergie avec d'autres organisations aux mêmes motivations et ambitions pour soigner la jeunesse, pour former la jeunesse, pour encadrer la jeunesse en les démilitarisant et en lui donnant le chemin de l'école et de l'emploi. Et c'est ici que le mot développement trouve
tout son sens. Moi, je me pose la question, pouvons-nous nous développer avec une jeunesse analphabète? Là, je dis non, non et non. Pouvons-nous nous développer avec une jeunesse désœuvrée? Là encore, 3 fois non. Et pouvons-nous nous développer avec des enfants soldats, non réintégrés dans la vie civile et citoyenne? Non catégorique. Nous sommes conscients que l'ambition seule ne suffit pas. Nous sommes conscients que la volonté seule est aveugle. Et nous sommes conscients qu'il nous faut travailler la main dans la main pour réaliser petit à petit, étape par étape, notre pyramide de développement. C'est pourquoi nous avons entrepris ce qui suit. Nous, donc, c'est la Fondation, apporter un soutien financier pour les frais scolaires des élèves d'une école secondaire à Kinshasa. Sensibiliser les jeunes contre l'oisiveté et la délinquance dans les quartiers de Kinshasa. Incitation de la jeunesse à la formation scolaire et professionnelle. Création d'un atelier de coupe et couture pour les filles, mères et les enfants de la vie. Et nous projetons dans un plan quinquennal d'accomplir. Nous devons achever à court terme les projets coupe et couture, créer un centre de formation en informatique de base. Parce que Congo, vous savez, la plupart des gens ne savent même pas les claviers d'un ordi et tout. C'est comme ça. Donc, moi je pense que pour que mon pays se développe, on doit aussi donner l'accès à ça. Lancement des campagnes de sensibilisation de jeunes dans le cadre de la prévention contre les addictions telles que l'alcool, drogue, sida. Mesdames et messieurs, je pense personnellement que personne n'a le monopole sur le Congo. Notre pays est assez grand pour que chacun de nous puisse faire son travail respectif, librement, tout en respectant les institutions du pays. Surtout, nous devons mettre la pierre à l'édifice de notre engagement pour notre cher et beau pays. Nous devons prendre conscience de cela pour l'intérêt général du Congo. La paix que la Fondation est longue à recherche est celle du ventre et de l'esprit, pour ainsi donner à notre chère patrie des âmes saines, des esprits sains dans un corps sain. Je profite de l'occasion pour remercier les organisations ici présentes qui ont à cœur le développement et la jeunesse. Je leur suggère de prendre contact avec nous et si possible nous prêter main forte dans cette noble démarche que nous avons en commun, à savoir l'encadrement de la jeunesse et sa conscientisation. Une jeunesse non patriotique ne veut pas le bonheur de son pays. Elle ne pense qu'à son propre plaisir au dépens d'une vision solidaire. C'est Poutine qui vient de le dire récemment. Redonnons à notre cher et beau pays une vision commune et partagée. La Fondation Elonga témoigne d'une même volonté, que les hommes vivent en paix en maîtrisant leur destinée. C'est ainsi que nous recommandons que l'école primaire soit entièrement gratuite pour que chaque enfant puisse apprendre à lire et à écrire. Que des centres de formation ou centres d'apprentissage soient créés pour les élèves pour continuer l'étude secondaire. À tout prix, créer des emplois jeunes pour éviter les phénomènes Chegué ou Kuluna qui ravagent notre pays. Dans l'immédiat, la réhabilitation rapide des enfants soldats à leur fournissant une formation. Ambassadeur de la paix que je suis, je pense que avec le paix que l'UPF m'a appris, c'est la pierre à l'édifice que j'apporte à mon pays. Je vous remercie de votre attention et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Alléluia.
backdrop sur notre pays et disent, nous savons ce qui se passe. Ce qui importe maintenant, c'est de pouvoir trouver des solutions. Moi, j'ai dit, ça va, c'est bien. Pourvu que ce que nous savons devienne notre sang. Il y a des hypothèques qui pèsent sur notre pays depuis la traite négrière, en passant par la colonisation et le coup d'État, l'assassinat de Lumumba en 61. Il y a eu un déni d'humanité à l'endroit de l'homme congolais, de la femme congolaise. C'est que nos femmes subissent aujourd'hui violées, maltraitées. C'est la conséquence lointaine d'un déni d'humanité à tout un peuple. Après, la politique de l'autruche, pour moi, c'est quoi? C'est venir là, tenir de beaux discours, penser que nous pouvons effacer en un clin d'œil plus de 100 ans d'histoire. Donc j'aurais voulu que le professeur Emmanuel Kabengele soit là pour que je le remercie. Il nous renvoie à l'histoire. Et c'est l'épouse de François Mitterrand, Daniel Mitterrand, qui dit « Un peuple sans mémoire ne peut pas être un peuple libre. Nous ne pouvons pas devenir libres sans mémoire. » Traite négrière, colonisation, quels sont les acteurs majeurs? Quand une table ronde est organisée à Bruxelles en 60, les Congolais sont invités à la table ronde politique. Ils ne participent pas à la table ronde économique, ce qui est grave. Donc pour eux, il suffisait qu'ils puissent avoir des titres, des ministres, des députés, et c'était bon. Le reste pouvait passer aux mains expertes. Lumumba est assassiné en 61 par les mains expertes, les acteurs qui agissent à partir de l'homme et qui sont les mêmes à avoir placé Mobutu au pouvoir en 65, qui sont les mêmes à avoir imposé au Congo des programmes d'ajustement structurel à partir des années 80, donc les mêmes qui assassinent, qui affament avec les programmes d'ajustement structurel, ont été les mêmes à demander à Mobutu de partir du pouvoir en lui disant « Joseph, si vous ne partez pas du pouvoir, votre cadavre va être traîné dans la rue. » Ce sont les mêmes qui sont allés chercher Museveni et Kagame et qui enfin ont trouvé Laurent Désiré Kabila pour jouer le rôle des marionnettes au Congo. Et ce sont les mêmes qui nous invitent à plusieurs conférences et M. Manda posait un problème important. Il y a eu des forats, il y a eu des conférences. Pourquoi est-ce que ces conférences n'ont jamais, les résolutions prises à ces conférences n'ont jamais été suivies des faits? M. Boulamba a posé à peu près le même problème. Il y a eu le rapport Gersoni en 1994. Il y a eu le rapport Kassem en 2002. Il y a eu le rapport Mapping 1 en 2010. Qu'est-ce que la fameuse communauté occidentale, qui est abusivement appelée communauté internationale, a fait de toutes ces recommandations? Est-ce que nous ne risquons pas d'être là à un forum de trop? Ça va nous servir à quoi? Ça nous sert à quoi? De voir toute notre population être décimée. Pendant la colonisation, ça a été au moins 10 millions. Aujourd'hui, avec tout ce qui est en train d'arriver à notre pays, nous frôlons les 8 millions. Un même peuple, maltraité pendant plus de 100 ans. Et c'est ce peuple-là qui doit prendre la parole devant, de temps en temps, ceux qui lui mènent la guerre depuis plus de 100 ans. Savoir n'est rien si ce que nous savons ne devient pas notre sang. Alors, regardez, qu'est-ce que je vais faire, moi? Évitons d'abord la politique de l'autruche. Essayons de commencer par identifier les acteurs majeurs de la descente du Congo en enfer. Qui sont-ils? Quel est leur visage? Est-ce qu'ils ne font pas partie de ce 1% qui aujourd'hui est en train de prendre le monde entier en otage? Est-ce qu'il n'y a pas une question au niveau de l'ONU?
pourquoi va-t-elle continuer d'être dominée par les 5 membres permanents, dont 2 ou 3 sont impliqués jusque dans la vallée épinière, dans la guerre qui se mène au Congo? Et ce ne sont pas les Congolais qui ont écrit, par exemple, un livre intitulé Carnage, les guerres secrètes en Afrique. C'est Pierre Péan. Pierre Péan, c'est un Français. Ce ne sont pas les Congolais qui ont écrit le livre intitulé Noir Canada. Est-ce qu'il est possible de réaliser une coopération, une réconciliation entre Congolais si les acteurs de l'ombre ne se retrouvent pas avec les Congolais autour d'une table? J'entends de temps en temps les compatriotes dire: ah, mais vous gaspillez votre temps, entre les États, il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts. Or, je remarque, moi, que les intérêts ne sont même plus gérés par les États. Ils sont gérés par une élite dominante et prédatrice qui prend le monde entier en otage. Comment faire pour convoquer cette élite prédatrice à une table pour comprendre réellement de ses intérêts? Ici, où est cette élite prédatrice? Elle n'est pas là. En 60, c'est elle qui s'est retrouvée à la table ronde économique. Ici, je dirais que nous sommes en train de faire une table carrée, politique et civile. Où sont-ils? Où sont les multinationales? Parce que la guerre du Congo aurait pris fin si les multinationales citées par exemple dans le rapport Kassem de 2002 avaient été traduites en justice. Ce sont elles qui tirent les ficelles dans l'ombre, mais qui ne se retrouvent pas à une table pour qu'on discute de leurs véritables intérêts, parce qu'il y a moyen de faire du commerce sans tuer les Congolais, sans les chasser de leur terre. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé avec la guerre de prédation et de basse intensité menée contre notre pays depuis les années 96? On chasse nos populations de leur terre. Les populations des pays voisins viennent occuper ces terres. Et on nous demande, réconciliez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous demander de faire ceci, de nous engager dans un activisme politique et civil qui nous permet d'abord de faire du Congo un État? Parce que le Congo n'est même pas un État. Si nous pouvons parler du Congo comme État, on dirait que c'est un État manqué. C'est-à-dire un État qui n'a ni services de sécurité capable de protéger sa population, un État qui contribue à la mort de sa population. Parce que je vous rappelle que la guerre du M23 a été financée par les gouvernants qu'on trouve à Kinshasa. Allez sur Internet, mettez Eric Mackenzie, vous suivez, et qui a fait Chebeya. Ce sont les mêmes. Dans la ville d'où je viens, à Kananga, il y a des bataillons, des militaires du CNDP à l'EFO, dont le Congo, au niveau de ces institutions, a été infiltré. Et le Congo est aujourd'hui un pays sous occupation, un pays sous tutelle de l'ONU. Comment allez-vous demander à un pays sous tutelle et sous occupation de pouvoir organiser la réconciliation sans que la vérité ait été faite de manière collective sur les conglomérats d'aventuriers qui nous a mené la guerre? Donc, si j'ai 2 propositions à faire, monsieur le modérateur, de vérité, voilà. Une première proposition, c'est de demander à la diaspora congolaise et aux Congolais qui sont restés au pays de constituer une grande synergie pour qu'ils se prennent eux-mêmes en charge. Je m'excuse, nous n'avons pas à compter sur la communauté internationale. C'est la communauté internationale qui nous fait la guerre. Compter sur elle, c'est faire la politique de l'autruche. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui vont se libérer. Première proposition. Une deuxième proposition. Quand nos pays seront devenus des États, nous pourrons organiser une fédération panafricaine pacifique. Sans qu'il y ait des États en Afrique, dans la sous-région des Grands Lacs, on ne peut pas compter sur l'organisation d'une fédération panafricaine pacifique, parce que les institutions congolaises sont en tout et pour tout infiltrées et nos ministères sont agencifiés. Merci. La présence de femmes de la diaspora justement dans ces processus de paix et des prises de décisions politiques. Je crois que ce matin, nous avons eu droit à des interventions introductives qui ont pratiquement tracé les bilans de la réalité malheureuse des femmes et filles congolaises qui
sont victimes, on ne répétera jamais assez, des violences sexuelles que nous qualifions tous unanimement de barbarie. Alors face à cette réalité, j'interviens donc dans cette salle qui est remplie d'histoire et d'action, de par ses objectifs humanitaires visant entre autres la recherche de la paix mondiale. Et j'interviens sous une double casquette, premièrement en tant qu'ambassadrice de paix de l'UPF et deuxièmement en tant que femme juriste, activiste de droits de l'homme et particulièrement des droits des femmes et des enfants, car tiens à le préciser, j'ai évolué longuement pendant plus de 10 ans au Congo en tant qu'activiste des droits de l'homme, membre de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, et j'ai œuvré, il y a mon collègue qui est là, c'est des circonstances qui s'imposent. Alors nous avons œuvré ensemble au sein de cette organisation où j'ai défendu valablement, je crois à l'époque, et ça m'a valu mon exil en Suisse. Voilà. Alors, en réaction justement, peut-être puis au discours du docteur Mukwege et puis par rapport à toutes les interventions de ce matin, nous aimerions dire, nous femmes de la diaspora, à toutes ces victimes aujourd'hui qu'elles ne sont plus seules, qu'elles peuvent compter sur leurs enfants, leurs sœurs, leurs tantes, qui sont à l'extérieur du pays. Tout ce matin, on a parlé de la diaspora, de la contribution de la diaspora. Nous sommes prêts et nous nous sentons maintenant engagés à relayer leurs souffrances quotidiennes, leur lutte pour la survie, leurs revendications, afin de se battre pour la poursuite et le jugement de leurs bourreaux. Le titre de mon intervention prend ses racines dans les livres résultant des efforts du International Alert et portant la signature de Mme Catherine Odimba, de M. Paul Robert Namugabo et de Mme Julienne Baseke, qui portent sur l'autonomisation de la femme congolaise, ainsi que du rapport sur les violences contre les femmes au Nord et Sud Kivu en RDC, et c'est un rapport alternatif qui a été présenté au Comité pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, dont la 55e session s'est tenue du 8 au 28 juillet 2013. Par ailleurs, nous avons noté dans ces rapports que les femmes congolaises n'ont que très peu participé aux différentes négociations de paix concernant leur pays. Lors des négociations de Kampala, par exemple Kampala 3, seules 2 femmes du côté du gouvernement et 2 du côté de rebelles de M23, en tant qu'observatrices, ont pris part aux négociations de Kampala, sur des délégations de plus de 50 personnes. Il convient également de relever qu'aucune femme n'a participé aux négociations dites Kampala 1 et Kampala 2, et il n'y a eu aucune femme aussi impliquée dans les négociations qui se sont passées ou déroulées à Addis Abeba en février 2013. L'absence de femmes au niveau politique dans le cadre des négociations de paix, on l'a dit et je le redis de nouveau, induit inexorablement à une non prise en compte des problématiques qui leur sont propres, contribuant ainsi à les dénier. Si en raison des difficultés économiques qui accablent la plupart des familles congolaises, du fait de nos mentalités, les filles restées en RDC accèdent moins facilement à l'enseignement et les femmes souffrent plus souvent d'analphabétisme. On en dénombre justement 20 à 80% qui sont analphabètes dans les zones rurales. Ceci n'est pas le cas, fort heureusement, des filles et de femmes de la diaspora qui peuvent aller à l'école, poursuivre leur formation et apprentissage efficacement, et cela à tous les niveaux, primaire, secondaire et universitaire. Nous, nos filles et nous femmes de la diaspora, nous échappons ainsi aux violences de toutes sortes, surtout sexuelles, aux handicaps des environnements matériels, institutionnels et surtout culturels qui fondent l'infériorisation et la dépendance relative des femmes en République démocratique du Congo. Nous, femmes de la diaspora, pouvons donc lutter pour éviter que nos grands-mères, mères, sœurs, filles et consoeurs demeurent la proie de toutes sortes d'abus au sein de nos familles, mais aussi dans la société en général, surtout puisque la paupérisation globale de la population congolaise durcit les rapports sociaux. Nous devons œuvrer
pour l'autonomisation matérielle des femmes congolaises et contre leur exploitation sanctionnée par des pratiques sociales et judiciaires. Nous devions informer nos filles qui ont la chance de naître dans des démocraties que la femme dans la société traditionnelle congolaise était d'abord considérée dans son rôle de mère, d'éducatrice et de dispensatrice de soins. Elle était la gardienne de valeurs et de traditions. En plus de son travail au champ, elle avait la charge de tout ce qui concerne la bonne marche de la maisonnée. Je crois que cette réalité n'est pas particulière à la femme congolaise, elle concerne toutes les femmes africaines. Il faudrait que nous, femmes congolaises de la diaspora, puissions inviter des compatriotes qui font un travail extraordinaire sur le terrain, tels que Mme Suzanne Mukasa, qui nous informera des divers instruments juridiques de la promotion de respect des droits de la femme au Congo. Mme Sinatou Bolia Césarine, qui évoquera pour nos filles et pour nous aussi, le nom de figures emblématiques qui ont jalonné la dynamique de l'émancipation de la femme congolaise. Madame Louise Ngandou, qui nous donnera les statistiques de l'entrée de la femme congolaise en politique et en affaires. Madame Rosalie Malou-Moussouamba, entre autres, qui nous parlera de la femme congolaise dans les temps et dans l'espace. Nous devrons également porter leurs travaux, leurs combats, leurs luttes, leurs espoirs auprès des structures internationales et étatiques. C'est peut-être la raison pour laquelle je me suis battue pour devenir membre de l'UPF. Ainsi, nous ne ferons plus maison commune, chambre à part. Au contraire, nous nous organiserons de demain pour soutenir la main dans la main les femmes qui sont particulièrement vulnérables de par les guerres passées et récentes et de nombreux déplacements générés par des fléaux répandus de violences sexuelles. Nous nous engagerons également à travailler avec les organisations non gouvernementales nationales et locales des territoires en guerre qui font un travail extraordinaire sur le terrain, ainsi que les intellectuels œuvrant dans les associations telles que l'Association des femmes juristes du Nord et Sud Kivu, l'Association pour la défense des droits des femmes, l'Association africaine de défense des droits de l'homme et autres associations de la société civile. Ensemble avec l'Association Droits de la femme et Internet en RDC, l'Association africaine de défense des droits de l'homme que j'ai déjà citée, ainsi que la Voix des sans-voix, dont je salue ici la mémoire de son défunt président, M. Floribert Chebeya, qui fut notre compagnon de lutte. Nous pourrions promouvoir et défendre le droit de la femme et ses droits à la communication, soutenir et faire en sorte que les recommandations émanant du rapport présenté à la 55e session du Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination déjà citées se concrétisent par nos actions de lobbying ciblées, particulièrement soutenir l'adoption, puisque ce matin on a parlé de l'impunité, une loi spécifique pour la pénalisation des violences domestiques, y compris les viols conjugaux, ainsi que l'amendement du code pénal congolais afin d'autoriser les femmes victimes des viols à pouvoir avorter et éviter ainsi des avortements clandestins aux conséquences désastreuses. Garantir et promouvoir l'entière et légale participation de femmes dans toutes les négociations et processus de paix et de désarmement, comme prévu dans la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Soutenir les efforts des associations de droits de l'homme visant la création des tribunaux mixtes et d'un tribunal ad hoc afin de juger les présumés coupables des crimes de guerre et crimes contre l'humanité sur terrain et sur place au Congo. En effet, nous notons fort heureusement que la récente loi d'amnistie qui a été votée et promulguée au Congo ne couvre pas les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, dont le viol massif de femmes perpétré en RDC. Et pour réussir ces paris, il nous faut des moyens. Nos femmes de la diaspora devront donc prioritairement, premièrement, tout à l'heure on a parlé de tout ce qui est finance, compter sur notre participation financière et effective dans les projets de développement de nos femmes ou des femmes congolaises sur le terrain. Notre implication dans les processus politiques
en supportant les candidatures des parlementaires femmes. Notre engagement pour que les membres de la diaspora congolaise aient les droits de vote, de représentation au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Notre engagement des candidatures féminines à la tête de la République démocratique du Congo, à l'instar du Libéria et de la République centrafricaine. Notre action pour l'institution d'un comité de suivi des recommandations de ces assises pour qu'elles ne restent pas lettres mortes. Et j'enjambe la conclusion du docteur Mukwege en disant que l'heure n'est plus au bilan, l'heure n'est plus aux lamentations, l'heure n'est plus aux pleurs. Il est temps d'agir, de dire stop, car trop, c'est trop. Je vous remercie pour votre attention.